On vous a toujours répété que la jeunesse était la clé de l'attractivité, comme si la fraîcheur de la peau ou la souplesse d'un corps étaient les seuls ingrédients du désir. Et pourtant, cette croyance n'est pas seulement réductrice, elle est fausse. L'histoire des civilisations anciennes et même les découvertes des premiers psychanalystes montrent exactement l'inverse. Carl Jung, dans ses notes les plus intimes, évoquait une vérité dérangeante. Il existe une énergie érotique unique aux femmes mûres, une force qu'aucune jeune femme, aussi séduisante soit-elle physiquement, ne peut maîtriser. Une énergie magnétique, ancestrale, qui bouleverse les hommes évolués au plus profond de leur psyché. Pourquoi cela ? Parce que cette force n'a rien à voir avec la performance ou l'apparence extérieure. Elle naît de la profondeur vécue, de l'intégration de l'ombre et de la lumière, d'un chemin de vie qui permet à une femme de rassembler et d'habiter toutes ses contradictions sans chercher à masquer ses désirs. Les traditions spirituelles de l'Inde, les mystères tantriques, mais aussi certains rites de transmission en Afrique et en Amérique latine évoquaient déjà le rôle central de ces femmes d'expérience. Elles n'étaient pas mises de côté, mais honorées comme prêtresses, détentrices des clés de l'énergie vitale. La société contemporaine, dominée par l'image, a voulu effacer cette mémoire, mais cette mémoire revient aujourd'hui. Et c'est ce chemin que nous allons explorer, celui des 8 vices sacrés. Ces facettes de la féminité que l'on a diabolisées, mais qui, réintégrées, révèlent une puissance intime hors du commun. Le premier vice sacré est celui de la vulnérabilité audacieuse. Rien que dans ce mot, deux mondes semblent s'affronter. La vulnérabilité est perçue comme fragilité. Faiblesse, l'audace est vue comme force, courage. Mais quand une femme mature parvient à les unir, à se montrer pleinement authentique, désirante, claire sur ses besoins sans excuse ni faux semblants, le résultat est vertigineux. C'est un champ magnétique invisible. Ce phénomène a même été étudié scientifiquement dans une recherche publiée en 2017 dans la revue Personality and Social Psychology Bulletin. Les chercheurs ont démontré que l'authenticité émotionnelle augmente la qualité perçue d'une relation et qu'elle est vécue comme profondément attirante par les partenaires. En termes simples, ce n'est pas le masque qui séduit, mais le courage d'oser le retirer. Prenons l'exemple très concret de Sophie, 53 ans. Après un divorce difficile, elle a décidé un soir de ne plus jouer le jeu de la séductrice réservée, mais de regarder son nouveau compagnon dans les yeux et de lui dire simplement « J'ai envie », sans détour, sans justification, et dans ce moment, au lieu de l'image polie qu'elle s'était efforcée d'afficher pendant des années, c'était son feu brut qui s'est exprimé. Elle m'a confié que l'effet fut immédiat. Son compagnon n'a pas seulement ressenti du désir, mais aussi une sorte de reconnaissance profonde, comme si enfin, quelqu'un osait lui parler d'une humanité entière, sans filtre. C'est cela, la vulnérabilité audacieuse, non pas une technique de séduction, mais une énergie qui naît quand le mental lâche ses stratégies. Jung appelait ce processus l'intégration de l'ombre. Tout ce que la société veut cacher, désir, faim, intensité, devient non seulement assumé, mais célébré. Ce n'est pas surprenant que beaucoup d'hommes peu sûrs d'eux se sentent effrayés face à une telle femme. Ils perçoivent à mal cette nudité de l'âme, cette absence de masque. Mais pour un homme véritablement ancré, c'est irrésistible. Parce qu'il ne rencontre plus seulement une femme qui cherche à lui plaire. Il rencontre une femme vivante, vibrante, entière. Dans les traditions taoïstes, on enseigne que lorsque l'énergie du ventre, le fameux dantien inférieur, circule librement et rejoint le cœur, la personne rayonne une vitalité perceptible de loin. Ce champ vibratoire est ce qui attire bien plus sûrement qu'un maquillage ou qu'un vêtement ajusté. Et souvent, les femmes mûres qui osent en cette vulnérabilité sentent physiquement un relâchement intérieur, comme si le souffle circulait enfin. Chaque jour, vous avez l'occasion de vous exercer à cette force invisible. Cela ne demande rien d'autre que le courage de dire une vérité simple. Voilà ce que je ressens, voilà ce que je désire, voilà ce que je n'accepte plus. Ce sont des phrases apparemment banales, mais elles ouvrent un espace radicalement neuf dans les relations. Et si l'on veut une image encore plus quotidienne,
Imaginez un dîner en famille où tout le monde se comporte de manière polie, convenable, presque mécanique. Et soudain, une personne ose dire « Je me sens triste ce soir, mais je suis heureuse d'être là avec vous ». Instantanément, le climat change. Ce n'est plus une façade sociale, mais une rencontre humaine. Dans l'intimité amoureuse, c'est exactement ce qui se produit quand la vulnérabilité audacieuse s'exprime. Le décor des apparences se fissure, laissant place à un paysage beaucoup plus vibrant. Voilà pourquoi ce premier vice mérite d'être réveillé, parce que en réalité, ce n'est pas un vice, c'est un trésor caché que l'on a maquillé de honte pour mieux le neutraliser. Et aujourd'hui, vous pouvez choisir de le réintégrer, pour redevenir non pas séduisante, mais magnétique. Si le premier pas vers ce magnétisme oublié est la vulnérabilité audacieuse, le deuxième est tout aussi bouleversant pour nos habitudes culturelles, le vice de l'égoïsme sacré. Ce simple mot, égoïsme, a suffi durant des générations à enfermer les femmes dans la culpabilité, car la société a répété, encore et encore, que la bonne femme est celle qui s'oublie, qui s'efface, qui donne sans fin sans jamais réclamer. Mais il existe une vérité plus profonde, dans l'intimité, l'amour, même la vie au quotidien. Une femme qui ose placer son plaisir et son bien-être au centre n'est pas égoïste. Elle est vivante. Carl Jung voyait dans cette posture une inversion radicale du rôle féminin tel qu'imposé par le patriarcat. Et Teresa, et aujourd'hui encore, la psychologie moderne confirme ce qu'il pressentait. La thérapeute et chercheuse Esther Perel, connue dans le monde entier pour ses travaux sur le désir dans les couples, souligne qu'une relation durable et passionnée naît quand chacun assume son droit au plaisir, sans s'effacer pour l'autre. Lorsque le désir féminin n'est plus secondaire, mais moteur, l'énergie de la relation se régénère naturellement. L'égoïsme sacré, c'est la décision tranquille de dire « Mon plaisir est aussi important que le tien, mon désir mérite non seulement d'être entendu, mais honoré. » Contrairement aux apparences, ce n'est pas une lutte de pouvoir, mais une danse. Car un partenaire mûr et évolué ne cherche pas une femme qui se sacrifie. Il cherche une femme qui le pousse à grandir, à dépasser ses automatismes, à explorer des territoires encore mystérieux. Prenons un exemple concret du quotidien. Imaginez une femme qui, depuis 20 ans de mariage, a toujours suivi le même rythme intime, les mêmes gestes, les mêmes habitudes, par peur de froisser son mari. Un jour, elle ose rompre cette routine. Elle dit doucement, mais fermement, « J'aimerais que ce soit plus lent ce soir. J'aimerais que tu me touches différemment. » Au lieu d'une scène, ce soir-là, c'est une redécouverte. Son mari, surpris, retrouve l'enthousiasme de la nouveauté, et elle, pour la première fois, goûte une satisfaction qu'elle croyait perdue. Ce qui est bouleversant, c'est que cet égoïsme profite aussi aux partenaires. Les neurosciences le montrent, lors de l'acte amoureux, le plaisir féminin active dans le cerveau masculin des circuits liés non seulement à l'excitation, mais aussi à l'attachement et au bien-être global. Autrement dit, quand une femme s'autorise à recevoir, l'homme attentif bénéficie d'un retour hormonal qui renforce l'intimité. Dans ce cas, l'égoïsme sacré devient un cercle vertueux. Mais ce vice ne se manifeste pas uniquement dans l'intimité charnelle. Dans la vie de tous les jours, il prend racine quand une femme ose dire non à ce qui l'épuise, quand elle choisit son repos au lieu d'accepter une énième demande, quand elle met en avant sa joie, son rythme, ses projets. À première vue, cela choque. Une mère qui dit « Ce week-end, je prends du temps pour moi » pourra être mal jugée. Mais à long terme, cette décision nourrit tout le monde. Elle revient plus sereine, plus connectée à elle-même, et par conséquent plus présente pour son entourage. Dans les traditions tantriques, la femme initiée recevait cette leçon fondamentale. Son plaisir n'était pas un bonus, mais une clé, car l'orgasme féminin concentré, conscient, était considéré comme un canal vers le divin, une passerelle entre l'énergie de la Terre et l'énergie cosmique. Priver la femme de ce droit, c'était priver l'univers entier de sa résonance créatrice. Pour éveiller ce vice en vous,
Il existe une pratique ancienne que l'on peut adapter au quotidien moderne, presque comme une méditation intime. Elle consiste à s'installer confortablement, à respirer profondément et à se poser une question simple. Qu'est-ce que je désire vraiment aujourd'hui? Sans filtre, sans chercher ce qui est raisonnable ou attendu. Cela peut être un simple bain chaud, une sieste au soleil ou un moment de tendresse sensuelle. L'important est d'apprendre à écouter cette voix intérieure qui a souvent été étouffée. Cette écoute régulière change tout parce qu'elle crée une habitude, celle de considérer son désir comme sacré, et petit à petit, cela se traduit dans les relations, les phrases deviennent plus franches, les choix plus assumés, et l'énergie de la femme plus rayonnante. Le troisième vice sacré est tout aussi subversif, c'est celui de l'imperfection fière. Dans un monde obsédé par la retouche, les filtres et l'illusion de la jeunesse éternelle, s'affirmer tel quel est une véritable révolution. Accepter son corps tel qu'il est, non pas en se résignant, mais en célébrant chaque trace de vie comme un signe de richesse, demande un courage rare. Ici encore, Jung avait entrevu une vérité profonde. L'ombre n'est pas laideur, mais complément. Ce que l'on considère comme défaut devient source de pouvoir, dès que l'on ose l'assumer pleinement. Et pourtant, la psychologie du corps nous éclaire. Dans une étude menée par l'Université du Texas en 2012, des chercheurs ont montré que la confiance en soi est perçue comme plus attractive que les normes physiques objectives. Autrement dit, un sourire franc et une posture affirmée séduisent davantage qu'une perfection plastique. Pensez à une femme qui, au lieu de cacher ses rides, dit en riant « Chaque ligne sur mon visage est une histoire de plus ». Cette énergie de fierté change immédiatement l'atmosphère. Les personnes autour d'elle ne voient plus ces marques du temps, mais sa présence vivante. Beaucoup de femmes, hélas, se privent de cette liberté. Elles éteignent la lumière, choisissent des vêtements pour masquer, retiennent leurs gestes par peur d'être vues. Mais le jour où elles renoncent à cacher, le jour où elles dansent sans penser à l'image, tout change, car ce n'est plus leur corps qu'elles offrent, mais leur liberté. Et cette liberté-là, mais aucun maquillage ne peut l'imiter. La sexualité, dans ce cas, prend une autre dimension. Le partenaire n'est plus face à un corps qu'il doit juger selon des critères arbitraires. Il est face à une présence entière. Une femme qui dit « Je suis là, dans ma vérité ». Cette vérité, loin de refroidir le désir, l'intensifie, car elle déclenche une réponse instinctive. L'autre sent qu'il est invité dans un espace où tout est permis, où tout est vrai. Pour intégrer la fierté de l'imperfection, il existe un rituel simple et puissant. Prenez un miroir, regardez votre corps avec douceur, et nommez chaque partie en remerciant ce qu'elle vous a permis de vivre. Remerciez vos mains pour tout ce qu'elles ont créé, vos jambes pour chaque pas accompli, votre ventre pour tout ce qu'il a accueilli, vos rides pour les sourires qui les ont dessinés. Cet exercice, répété régulièrement, reprogramme littéralement la perception que vous avez de vous-même. Il change la relation avec le corps de l'intérieur, ce qui finit par rayonner à l'extérieur, à travers la vulnérabilité audacieuse, l'égoïsme sacré et l'imperfection fière. Un fil se dessine. C'est toujours le même, redevenir entière, ne plus se réduire à un rôle imposé. Et c'est ainsi, petit à petit, que renaît une puissance érotique longtemps étouffée, mais toujours présente, prête à illuminer vos relations et votre vie entière. Après la vulnérabilité audacieuse, l'égoïsme sacré et l'imperfection fière, nous arrivons à un seuil encore plus mystérieux, le quatrième vice sacré, celui que Jung qualifiait lui-même de plus puissant, presque dangereux tant son potentiel est immense. C'est le vice de la présence totale. Qu'est-ce que cela veut dire? Imaginez un instant que le temps s'arrête, que pendant une relation intime, un moment de joie ou même une simple conversation avec un ami, tout bruit intérieur, c'est plus de rumination, plus d'image de soi, plus de calcul, juste le flux pur du présent. C'est une expérience rare, mais lorsqu'une femme l'atteint, elle devient un aimant d'une intensité presque irréelle. Cette présence totale enveloppe,
captive, désarme. Dans l'intimité, cette capacité, c'est révolutionnaire. Parce que la plupart du temps, nos têtes restent pleines. Est-ce que je parais belle? Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce que je fais bien? Ce bavardage mental coupe le plaisir à la racine. Mais lorsque la femme entre dans l'expérience, sans projection, sans contrôle, une véritable transe s'installe. Jung remarquait que ce lâcher-prise ressemble à un état d'union mystique. Les anciennes traditions tantriques l'appelaient samadhi sexuel, une forme d'extase où l'humain rejoint le divin dans un pur instant d'énergie. Et ici encore, les sciences modernes confirment ce que les sages pressentaient. Des travaux en neurosciences menés par l'université de Northwestern 2011 ont montré que, pendant l'orgasme, l'activité du cortex cérébral, celui qui pense et gère, diminue drastiquement. En d'autres mots, le plaisir profond est lié à la suspension du contrôle conscient. La présence totale est donc autant une expérience spirituelle qu'une réalité biologique. Prenons un exemple du quotidien. Loin du mysticisme, imaginez Clara, 59 ans, qui pendant des années a vécu l'intimité comme une performance. Elle restait toujours un peu vigilante, surveillant son corps, ses réactions, même sa respiration. Un jour, lors d'un atelier de respiration consciente, elle découvre la puissance de laisser faire son souffle. La première fois qu'elle applique cela dans sa vie amoureuse, elle entre dans un état de fluidité totale. Elle me dit, pour la première fois, je n'étais plus une actrice. J'étais juste là, dans mon corps, dans ma peau. C'était comme flotter dans un océan de sensations. Son mari, lui, avoua avoir senti une intensité telle qu'il avait eu l'impression d'être aspiré dans un temps hors du temps. Voilà la puissance de ce vice. Ce n'est pas une technique, c'est un état. Et paradoxalement, plus on essaie de le contrôler, plus il nous échappe, c'est dans l'abandon qu'il se révèle. Comment éveiller cette présence totale? Les traditions orientales utilisent souvent le souffle. Une pratique accessible est la respiration orgasmique. Inspirez profondément en visualisant l'énergie qui monte depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. Expirez en imaginant cette énergie redescendre et se diffuser dans tout le corps. Pas besoin de viser une expérience mystique au départ. Concentrez-vous seulement sur le va-et-vient du souffle et laissez les sensations s'amplifier. Petit à petit, le mental se tait et une chaleur subtile, un flux vibrant, commence à circuler. Le 5e vice sacré complémentaire au précédent est celui de l'imagination interdite. Et ici, nous entrons dans une zone encore plus taboue, car si le corps est déjà surveillé, le monde intérieur d'une femme l'est encore plus. Que fait-on des fantasmes, des désirs inexprimés, des scénarios que l'esprit invente? Souvent, on les cache, parfois même à soi-même. Mais Jung, avec sa méthode de imagination active, avait déjà compris. Ce monde intérieur est une source inestimable d'énergie. L'imagination interdite n'est pas un simple jeu mental, c'est une porte. Les traditions tantriques l'utilisaient comme outil de manifestation. Visualiser un désir, y plonger avec intensité, donner un signal clair à l'inconscient et à l'univers. Aujourd'hui, la psychologie confirme ce pouvoir. Les études en neurosciences de la visualisation, notamment celles sur les athlètes, Université de Cleveland 2004, montrent que le cerveau active les mêmes circuits lorsqu'on imagine une action que lorsqu'on la vit réellement. Autrement dit, vos fantasmes ne sont pas de simples illusions. Ce sont déjà des expériences vécues dans le langage neuronal. Prenons l'histoire de Maria, 56 ans. Elle tenait depuis des années un journal secret où elle notait ses désirs, mais toujours avec honte. Un jour, encouragée, elle commença à partager un fragment de ses fantasmes avec son compagnon, loin de la juger. Ce dernier fut intrigué, désarmé, presque excité par cette confidence. Très vite, leur relation prit une dimension de complicité nouvelle, non pas parce qu'ils réalisaient tous ces scénarios, mais parce qu'ils pouvaient désormais explorer ensemble leurs territoires intérieurs. Leurs conversations prirent feu, et leurs moments intimes aussi.
C'est cela, l'imagination interdite, un moteur caché de vitalité. Lorsqu'une femme ose non seulement s'avouer à elle-même ses désirs, mais aussi les partager lorsqu'elle le choisit. Elle crée une aura de mystère, de profondeur, d'aventure, car l'autre sent intuitivement qu'il a en face de lui une partenaire capable de l'emmener au-delà de ce qu'il connaît déjà. Pour cultiver ce vice, il existe un simple rituel, le journal des désirs. Chaque soir, pendant 10 minutes, écrivez sans censure toutes les images, idées ou sensations qui traversent votre esprit érotique. Ne cherchez pas à analyser ni à juger. Voyez cela comme une cartographie intime de votre univers. Non seulement cela libère vos fantasmes de la honte, mais cela active en vous une conscience nouvelle, celle d'être créatrice de vos expériences et non simple spectatrice. Ce vice n'a rien à voir avec le fait de tout réaliser. Il s'agit de reconnaître la noblesse de votre monde intérieur, de traiter vos désirs comme une source sacrée plutôt que comme un secret honteux. Ainsi, hors de la présence totale à l'imagination interdite, se dessine un duo spectaculaire. D'un côté, l'abandon complet au présent. De l'autre, la liberté d'inventer des mondes. Quand ces deux forces s'unissent, la femme ne se contente pas de vivre son intimité. Elle en devient l'artiste, la magicienne, la créatrice consciente. Et c'est là que se cache la clé. Ces soi-disant vices ne détruisent rien, ils reconstruisent et ils réveillent l'énergie qui sommeille. Ils rendent à la femme son pouvoir de fascination, non pas comme une stratégie d'apparence, mais comme une irradiation naturelle. Nous avons déjà traversé 4 vices révélateurs, la vulnérabilité audacieuse, l'égoïsme sacré, l'imperfection fière et la présence totale, puis entamé la puissante liberté de l'imagination interdite. Chacun de ces pas est comme une mue. Laissez tomber une peau ancienne, un masque, pour retrouver une énergie plus brute, plus authentique. Et ce chemin nous conduit maintenant vers une dimension encore plus subtile, le 6e vice, celui de la puissance spirituelle. Ce vice a longtemps été le plus redouté. Les religions patriarcales ont souvent voulu couper le lien entre sexualité et spiritualité, comme si l'un profanait l'autre. Or, dans les traditions anciennes, c'était l'inverse. Le sexe était une prière incarnée, une rencontre entre la terre et le ciel. Jung lui-même voyait dans l'amour charnel une des formes de l'énergie psychique, la libido au sens originel, la pulsion de vie. Quand ce flux circule entre corps et esprit, il devient une source d'éveil. La recherche contemporaine nous aide à comprendre cela différemment, mais avec des mots tout aussi fascinants. Les neurosciences décrivent comment les états d'extase sexuelle et les états mystiques activent des zones similaires du cerveau, le cortex orbitofrontal, l'insula, et surtout les circuits dopaminergiques. Une étude menée en 2017 par l'Université d'Oxford a même montré que l'expérience d'orgasme spirituel, souvent décrite dans les traditions mystiques, correspond à une dissolution temporaire de la conscience de soi, la même que lors de la méditation profonde. En résumé, amour, corps et esprit parlent le même langage neurochimique. Ce qui est frappant, c'est à quel point cette vérité est déjà ancrée dans notre quotidien, même sans que nous en soyons conscients. Vous souvenez-vous de ce moment où un simple baiser vous a donné la sensation d'expansion, comme si vous étiez relié au monde entier, ou de ces instants de pure tendresse où le temps semble disparaître? Ce sont des éclats de cette puissance spirituelle, pas seulement des élans d'émotion. Pour la réveiller, il ne suffit pas d'accumuler des techniques. Il s'agit de transformer votre regard, chaque frisson. Chaque respiration partagée peut devenir un pont entre le visible et l'invisible. L'érotisme sacré consiste moins à faire qu'à voir. Voir dans la caresse un langage, dans le désir une force créatrice, dans l'orgasme un passage vers une unité plus vaste. Au quotidien, comment intégrer cela? Par la pratique de ce qu'on appelle la respiration de lumière, installez-vous confortablement, portez votre attention sur le bas de votre ventre et imaginez-y une sphère dorée. À chaque inspiration, la sphère s'illumine et monte le long de votre colonne, activant chaque centre d'énergie intérieure. À chaque expiration, elle redescend, enrichie de clarté, pour féconder à nouveau votre centre vital. Faites-le non pas seulement comme une technique de relaxation, mais comme une prière.
Chaque souffle devient une offrande à votre propre puissance. Ce chemin ouvre alors naturellement la porte vers le 7e vice sacré. Et quel vice? Celui de la transgression consciente. Transgresser, le mot est chargé, presque dangereux. Il évoque rébellion, rupture, scandale. Et pourtant, ici, il ne s'agit pas d'une révolte aveugle, mais d'un choix éclairé. C'est la décision d'arrêter de demander la permission pour exister. De dire « je danse à ma manière, j'aime à ma manière, je désire à ma manière ». Cette transgression n'est pas égoïste, ni destructrice. Elle est le refus d'être domestiqué par les normes. Jung décrivait l'individuation comme le processus de devenir soi, au-delà des injonctions sociales, transgresser consciemment. C'est exactement cela, poser ses pas hors des rails qu'on vous a tracés, mais en pleine conscience. Prenons un exemple concret. Louise, 61 ans, a grandi dans un milieu catholique très strict, mais pendant des décennies, elle a vécu la sexualité avec retenue, presque honte. Et puis un jour, lors d'un voyage, elle ose rejoindre un stage de danse sensorielle. Pour la première fois de sa vie, elle se laisse emporter par la musique, sans penser à ce qu'on dira. Elle m'a confié qu'à la fin de la soirée, elle s'est sentie redevenir une adolescente, mais avec la maturité d'une femme libre, c'était comme rebrancher la prise à la source. Dit-elle, voilà une transgression consciente, briser la limite de la honte et goûter enfin l'ivresse d'exister pour soi. D'ailleurs, la psychologie moderne met en lumière la valeur de cette transgression. Les chercheurs en développement personnel évoquent souvent le concept de growth edge, la frontière où l'on sort de sa zone de confort lorsqu'une femme ose franchir une limite imposée, qu'elle soit vestimentaire, comportementale ou sensuelle. Elle déclenche un élargissement de son sentiment de soi, son système nerveux s'adapte, son champ de possibilités s'élargit, et son énergie rayonne plus fort. Ce n'est pas un hasard si, dans toutes les cultures, la femme indomptée est vue comme dangereuse. Non pas dangereuse en vérité, mais indomptable, insoumise au regard. Et cela, pour une société qui cherche à contrôler, est une menace, pour le couple ou le partenaire. En revanche, c'est une source de fascination. Car un homme mûr ne veut pas d'une femme qui cherche à correspondre à un modèle, il désire une femme qui sait oser. Un petit exercice peut vous aider à cultiver cette transgression consciente. Notez toutes les règles invisibles qui conditionnent votre vie. Une femme de mon âge ne doit pas porter ça. Je ne dois pas rire trop fort. Je ne dois pas montrer que j'ai du désir, etc. Puis choisissez-en une et enfreignez-la délibérément, en conscience, avec tendresse envers vous-même. Le choc intérieur sera immense au début. Mais juste après naîtra une sensation nouvelle, une liberté que personne ne peut vous reprendre. Voilà pourquoi Jung considérait la combinaison du 4e vice, la présence totale, et du 7e, la transgression consciente, comme dangereusement irrésistible. L'un vous rend magnétique dans l'instant, l'autre vous rend inclassable, impossible à encadrer. Ensemble, ils créent une force qui bouleverse tous ceux qui vous approchent. Et pourtant, il reste encore une étape, la dernière, peut-être la plus mystérieuse et puissante, car après avoir osé la vulnérabilité, après avoir sanctifié l'égoïsme, célébré l'imperfection, goûté la présence, embrassé l'imagination, réuni le spirituel et le charnel, transgressé les limites, il reste une puissance plus vaste à convoquer. La 8e, celle qui fait de tout cela non pas des éléments séparés, mais une symphonie intérieure. Nous voici arrivés au seuil ultime, la révélation du 8e vice sacré, celui dont nous avons déjà perçu les vibrations à travers chaque étape précédente, mais qui ne se dévoile pleinement qu'après avoir traversé toutes les autres. Ce 8e vice est à la fois le plus simple et le plus difficile, l'abandon à la souveraineté intérieure. En d'autres termes, c'est l'art de ne plus chercher à séduire, convaincre ou plaire, mais de rayonner depuis une conviction tranquille. Je suis entière. Ce n'est plus un jeu d'apparence, ce n'est pas une posture de pouvoir, ni même une recherche de transformation. C'est le moment où la femme intègre que tout ce qui est en elle, ses désirs, ses cicatrices, son corps, ses transgressions, son imagination, n'a pas besoin d'être justifié. Certains psychanalystes post-jungiens s'appellent cela l'unification du « moi » et du « soi ». Jung décrivait le « soi » comme le centre spirituel de la psyché, plus vaste que l'ego, où toutes les polarités sont réconciliées.
Lorsqu'une femme mature atteint cet état, son magnétisme n'est plus lié à une action ou une technique. Il devient une présence incarnée. Elle n'essaie pas, elle est... Ce huitième vice se manifeste dans la vie quotidienne de façon subtile mais irrévocable. Prenons l'exemple d'Hélène. 64 ans, elle est entrée récemment dans une nouvelle relation après plusieurs années de célibat. Lorsqu'elle parle de son compagnon, elle ne s'épuise pas à dire ce qu'elle fait pour lui plaire, ni les efforts qu'elle consent. Elle dit simplement « avec lui, je me sens libre, et parce que je suis libre, il l'est aussi. » Voilà la souveraineté intérieure, un champ magnétique qui influence sans forcer, qui attire sans calcul, qui inspire sans chercher à impresser. La psychologie relationnelle contemporaine confirme cette réalité. Des travaux menés sur l'attachement adulte montrent que la sécurité intérieure génère une attractivité bien plus durable que n'importe quelle habileté superficielle. Les hommes comme les femmes sont naturellement attirés par des partenaires qui respirent cette stabilité, car ils sentent en eux un socle sur lequel ils peuvent se reposer. L'abandon à la souveraineté intérieure, c'est aussi accepter enfin de sortir des comparaisons. Combien de femmes, à la cinquantaine passée, continuent malgré elles à se comparer aux jeunes, comparer leur corps, leur énergie, leur perspective, et pourtant, la souveraineté intérieure met fin à ce jeu épuisant. Car la question n'est plus « suis-je aussi désirable qu'une plus jeune ?» mais « suis-je pleinement vivante dans mon énergie actuelle ?» Et cette vie, cette authenticité, éclipse toute comparaison. Mais attention, cet abandon n'est pas passif, ce n'est pas une résignation, comme si l'on disait « je prends ce qu'il reste ». Non, c'est un choix actif, une clarté. C'est un peu comme une reine qui n'a pas besoin de rappeler sa couronne, parce que tout dans sa manière d'être manifeste sa dignité. Elle n'élève pas la voix. Sa simple présence impose le respect. Comment cultiver ce huitième vice dans la vie quotidienne ? Par un rituel d'acceptation consciente. Chaque matin ou chaque soir, asseyez-vous dans un endroit calme et répétez mentalement « J'accueille toutes mes facettes. Rien en moi n'est un fardeau, tout est énergie, tout est source. » Puis inspirez profondément et imaginez que chaque inspire rassemble toutes vos parts intérieures, vos désirs, vos failles, vos triomphes, dans un seul cercle de lumière au centre de votre poitrine. À l'expiration, laissez ce cercle rayonner vers l'extérieur. Il ne s'agit pas de se changer, mais d'accepter et de rayonner. Dans l'intimité amoureuse, ce huitième vice transforme tout. Le rapport n'est plus défini par des rôles codés, celle qui séduit, celui qui répond, mais par deux souverainetés qui se rencontrent. Et paradoxalement, c'est lorsqu'elle cesse de vouloir séduire qu'une femme devient absolument irrésistible, parce qu'elle vibre d'une fréquence rare, celle de la liberté. Si l'on reprend les 8 vices ensemble, on perçoit une logique étonnante. La vulnérabilité audacieuse vous ouvre au vrai contact. L'égoïsme sacré vous redonne la centralité de votre plaisir. L'imperfection fière vous libère des mensonges sociaux. La présence totale vous plonge dans l'instant. L'imagination interdite vous reconnecte à la source de vos mondes intérieurs. La puissance spirituelle unit corps et âme. La transgression consciente brise les carcans de la norme. Et enfin, la souveraineté intérieure réunit tout cela dans une vibration unique. À ce stade, il n'est pas besoin d'apprendre des fois, sans s'apprendre des techniques supplémentaires. La femme qui intègre ces 8 dimensions n'a plus besoin de méthode. Elle est devenue la méthode. Pour certains, ce chemin paraît mystique, presque irréalisable, mais si vous observez attentivement, il commence toujours par des gestes simples et quotidiens. Dire une vérité au lieu de se taire, oser demander ce qu'on désire, rire sans se retenir, écrire un fantasme qu'on n'a jamais osé nommer, respirer plus profondément en intimité, dire non à ce qui oppresse. Chaque petit acte est une pierre posée sur ce chemin. Et à un moment, sans que vous l'ayez planifié, vous réalisez que vous n'êtes plus la femme qui se demandait comment séduire. Vous êtes devenue la femme que l'on cherche à comprendre, que l'on observe avec fascination,
parce qu'elle brille sans forcer. C'est cela que Jung entrevoyait derrière ses manuscrits et ses mythes. Ce n'était pas un simple discours sur la sexualité, c'était une vision, celle d'un féminin mûr et entier, redevenant le cœur vivant de l'humanité. Et vous qui m'écoutez, peut-être sentez-vous au fond que ce chemin est déjà en vous, car rien de tout cela n'est à apprendre de l'extérieur. Tout est déjà enraciné dans votre corps, dans vos souvenirs, dans vos désirs. Il ne s'agit pas de devenir autre, mais de réveiller ce que vous êtes depuis toujours. Nous avons parcouru ce chemin pas à pas, des vices sacrés aux révélations de la souveraineté intérieure. Maintenant, il s'agit de rassembler le tableau entier, de comprendre comment, une fois intégré, ces 8 clés changent non seulement l'intimité, mais l'existence tout entière, car ce qui se joue ici dépasse très largement le domaine amoureux. Ce dont il est question, c'est d'un basculement identitaire, une métamorphose profonde où la femme, peu importe son âge, réhabilite sa pleine puissance de vie. Jung parlait de l'individuation comme d'un processus qui prend toute une existence. C'est le chemin de celle qui refuse de rester dans un rôle réduit, mère, épouse, muse ou simple étiquette sociale, pour devenir une personne entière, vivante, multiple. Les 8 vices sacrés ne sont rien d'autre que des portails vers cette individuation. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par une affirmation tranquille. L'autre vous regarde différemment parce que vous vous tenez différemment. Votre démarche change, votre regard est plus stable, parfois plus joueur, mais toujours ancré. Le magnétisme que nous avons évoqué, ce quelque chose qui fait tourner la tête d'un homme avancé, qui n'est pas en même temps une énergie ajoutée qu'aucune couche de peur retirée. C'est d'ailleurs là un point essentiel. Ces vices ne vous demandent pas d'apprendre des techniques nouvelles ou de vous transformer en une autre version de vous-même. Ils consistent au contraire à cesser de dissimuler ce qui était déjà là, comme si l'on enlevait des voiles un par un, pour laisser apparaître une flamme qui n'a jamais cessé de brûler. Et cette flamme est érotique au sens originel du terme. Le mot éros, ne désigne pas seulement la sexualité. Dans la Grèce ancienne, Éros est la force vitale, l'élan de création, la pulsion de vie. Ainsi, une femme qui embrasse ses vices sacrés ne retrouve pas seulement le chemin du désir amoureux, elle retrouve sa créativité, son humour, sa voix, sa capacité à jouir du monde, à vibrer devant une musique ou à savourer une conversation. Il existe même des preuves psychologiques modernes qui corroborent cette idée. Des chercheurs en psychologie positive, comme Barbara Fredrickson, ont montré que les émotions de vitalité et de plaisir intensifient la résonance sociale. Les autres ressentent physiquement votre champ émotionnel. Lorsque vous rayonnez de confiance et de joie incarnée, vos relations se transforment, qu'elles soient amoureuses, amicales ou même professionnelles. Prenons un exemple quotidien. Isabelle, 58 ans, travaillant depuis toujours dans un cabinet administratif, elle m'a confié qu'après ses exercices de respiration et d'intégration du vice de la présence totale, elle se surprenait à aborder ses collègues autrement. Plus de rôles figés, mais une simplicité nue, un rire sincère, une remarque spontanée. En quelques semaines, ses collègues la décrivaient comme différente, plus rayonnante. Son magnétisme ne se limitait plus à l'intimité. Il avait infiltré la vie ordinaire. C'est ce qui rend ce parcours tellement puissant. Car une femme qui vit ses 8 vices ne se limite pas à séduire un homme, elle attire la vie, littéralement. Nouvelles opportunités, nouvelles rencontres, situations inattendues. Parce que la vie, comme les êtres humains, est sensible à l'énergie que nous diffusons. Et il faut dire une vérité. Ce chemin n'est pas toujours confortable. Oser être vulnérable, fier de ses imperfections, affirmer son plaisir, transgresser des règles, réveiller des fantasmes, tout cela demande de l'audace. Mais à chaque étape, il se passe une chose étrange. Les résistances de ce que vous pensiez énormes se révèlent finalement plus fragiles que prévu. Un non osé à un dîner qui ne vous tente pas, un premier mot de désir dit sans filtre, un premier fantasme écrit sur papier, sont comme des premiers muscles retrouvés. Plus vous osez, plus cela devient naturel. Et lentement,
Un glissement s'opère. Vous n'êtes plus une femme en quête d'approbation, mais une femme en quête de vérité. Et paradoxalement, cela vous rend encore plus attirante, car l'approbation que vous cessez de chercher vient d'elle-même. Alors, que reste-t-il lorsque toutes ces étapes se rencontrent? Un état rare, la liberté sensuelle, la liberté d'exister pleinement, sans masque, une liberté qui se ressent immédiatement autour de vous. Les hommes évolués y répondent avec fascination et respect. Les hommes immatures, eux, la fuite ou la critique, car elle leur renvoie leur propre manque d'ancrage, mais peu importe, ce n'est plus leur regard qui vous définit. Car au fond, la plus grande découverte en chemin est la suivante. L'attraction n'a jamais été une affaire de stratégie, elle est une affaire d'énergie. Vous êtes magnétique lorsque vous n'essayez plus de l'être, mais lorsque vous incarnez une vérité incarnée, une souveraineté tranquille, une joie assumée. C'est ce souffle, invisible mais palpable, que Jung entrevoyait déjà, et à présent, la boucle est bouclée. 8 vices qui sont en réalité 8 forces. 8 portes qui vous ramènent à une seule chose, la beauté farouche de votre authenticité. Nous avons traversé les 8 vices sacrés, chacun comme une porte ouverte vers une dimension plus profonde de soi. Mais la véritable magie ne réside pas uniquement dans l'exploration de ces facettes une par une. Elle réside dans leur alchimie. Car une femme qui embrasse ces 8 clés ne vit pas seulement des souvenirs de révélations partielles. Elle devient l'incarnation vivante d'un archétype oublié, celui que certaines traditions appelaient la femme initiatrice, celle qui n'a plus besoin de séduire parce qu'elle est devenue le miroir du désir même. Et peut-être qu'un doute subsiste, tout cela semble magnifique, mais est-ce que ce n'est pas trop idéalisé ? La réponse, c'est que ce n'est pas une construction abstraite, mais une trajectoire observable dans le quotidien des femmes qui osent. Chaque témoignage en est une preuve. Sophie, par exemple, dont nous avons parlé au début avec son premier geste de vulnérabilité audacieuse, m'a confié quelques mois plus tard que ce simple aveu avait bouleversé sa vie entière. Elle disait, après avoir osé dire mon désir, j'ai compris que cela valait pour tout. Oser demander une augmentation au travail, oser dire non à une amie, oser danser seul sur une place publique, c'est comme si ce vice avait déclenché une cascade de liberté. Voilà comment un simple geste reconfigure peu à peu toute une vie. Louise, qui avait choisi d'affirmer son égoïsme sacré après 30 ans de silence conjugal, me racontait qu'au lieu de détruire son couple comme elle le craignait, cela l'avait sauvé. Son mari, loin de se sentir rejeté, avait trouvé une nouvelle jeunesse en étant invité à explorer ses plaisirs à elle. Son regard a changé, dit-elle. J'ai vu briller une curiosité que je croyais éteinte pour toujours. Ces histoires d'Angela sont bien réelles. Elles confirment que la transformation intérieure ne reste jamais cloisonnée. Dès qu'une femme rayonne depuis sa propre vérité, toute sa sphère relationnelle se réorganise. L'amour, la famille, les amitiés, le travail. Tout se met à vibrer autrement. Ce que la psychologie appelle aujourd'hui contagion émotionnelle trouve ici un exemple concret. Daniel Goleman, chercheur et vulgarisateur sur l'intelligence émotionnelle, a montré que nos états intérieurs se communiquent instantanément au groupe. Autrement dit, lorsqu'une femme s'installe dans la fierté de ses imperfections ou dans la souveraineté de son désir, elle libère aussi les autres d'une partie de leurs contraintes invisibles. Son partenaire, ses enfants, ses amis ressentent inconsciemment que autre chose est possible. Il est donc logique que les traditions anciennes aient fait un tel cas du rôle des femmes mûres. Elles n'étaient pas simplement attractives. Elles étaient des initiatrices parce que leur énergie influençait le clan entier. Dans certaines tribus amérindiennes, par exemple, les femmes ménopausées recevaient le titre de gardiennes de la médecine intime. Elles n'étaient plus vues par le prisme de leur fertilité biologique, mais par la puissance de leur énergie stabilisée. Libre des cycles. Cette sagesse correspond exactement à ce que Jung entrevoyait dans le processus de l'individuation. L'union des opposés. La réconciliation du désir et de la sagesse. À ce stade, ce parcours invite à une réflexion plus vaste. Et si le véritable pouvoir d'attraction n'était qu'un symptôme ?
le symptôme d'une réconciliation bien plus profonde, celle entre la femme et elle-même. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous devenez plus séduisante que vous gagnez en pouvoir, c'est parce que vous retrouvez votre pouvoir que vous devenez séduisante. La différence est immense. Dans le premier cas, il s'agit d'efforts, de stratégies, de recettes fragiles qui s'évaporent avec le temps. Dans le second, il s'agit d'un rayonnement qui ne dépend plus de rien, car il vient du centre de votre être. Et c'est ici, au cœur de cette découverte, qu'apparaît la mission véritable. Jung n'a jamais parlé de ses vices en termes littéraux. Il évoquait surtout la nécessité d'oser intégrer l'ombre pour devenir entière. Le discours ésotérique et mystique n'était qu'un moyen pour camoufler des vérités trop puissantes pour son époque. Mais aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de pouvoir articuler cela avec des mots contemporains, ce que Jung appelait l'ombre. Nous pouvons l'appeler désir refoulé, émotion cachée, pulsion vitale. Ce qu'il appelait l'individuation, nous pouvons le reconnaître comme le besoin d'alignement, d'authenticité totale. Alors, ce voyage des 8 vices n'est pas un conte merveilleux qu'on vous raconte pour vous inspirer, c'est une carte de la route à suivre pour qui veut vivre non pas une demi-vie, mais une vie entière. Et la beauté de cette carte, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout retenir ni d'imiter, chacune choisira son point d'entrée. Pour vous, ce sera peut-être le rire sans excuse de l'imperfection fière. Pour une autre, la respiration en transe de la présence totale. Pour une troisième, le simple fait d'écrire sur papier un fantasme secret, le reste suivra naturellement. C'est là toute la vérité. Le corps sait. Le cœur sait. Il suffit d'un geste pour enclencher le levier. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage et peut-être sentez-vous déjà que quelque chose a changé, non pas parce que vous avez appris des techniques abstraites, mais parce que certains mots ont réveillé en vous une mémoire ancienne, comme un écho qui résonne avec ce que vous saviez déjà au plus profond de votre corps. Ces 8 vices sacrés, vulnérabilité audacieuse, égoïsme sacré, imperfection fière, présence totale, imagination interdite, puissance spirituelle, transgression consciente et souveraineté intérieure ne sont pas des concepts à collectionner, mais des clés à vivre. Chacune est une invitation à réconcilier ce que l'on vous a appris à cacher. Et c'est précisément cette réconciliation qui fait naître un magnétisme irrésistible. Non pas parce qu'elle attire uniquement le regard masculin, mais parce qu'elle attire la vie tout entière. La vérité, c'est que chaque époque a tenté de contrôler la femme mûre parce qu'elle représente une force indomptable. Lorsque vous intégrez ces facettes, vous n'êtes plus dépendante d'un standard de beauté ni d'un rôle imposé. Vous devenez, pour reprendre les mots de Clarissa Pinkola Estés, la femme sauvage, celle qui court avec les loups, celle qui n'attend plus d'autorisation, parce que son autorité vient de l'intérieur, et c'est cela que Jung entrevoyait. Le pouvoir ne réside pas dans l'obéissance aux règles extérieures, mais dans l'intégration des parties bannies de soi. Autrement dit, votre véritable charme ne réside pas dans ce que vous montrez pour plaire, mais dans ce que vous osez ne plus cacher. Les sciences modernes, comme nous l'avons évoqué, viennent appuyer cette vérité ancestrale. Les recherches sur l'authenticité, la contagion émotionnelle ou encore la psychologie positive montrent toutes la même chose. Une personne alignée avec son désir profond, qui accepte ses vulnérabilités, rayonne d'une influence invisible mais palpable. C'est ce rayonnement qui touche les autres. Bien plus que n'importe quelle perfection esthétique. Prenez un instant pour sentir ce que cela signifie pour vous. Imaginez-vous dans une situation de votre vie quotidienne, un dîner entre amis, une promenade dans une rue bondée, une rencontre avec un inconnu. Imaginez-vous non pas en train de jouer un rôle, mais en train d'habiter pleinement votre corps, vos émotions, votre histoire. Vous ne cherchez pas à impressionner, vous êtes... Et dans cette simplicité radicale, quelque chose change autour de vous, les regards se posent différemment, les sourires s'élargissent, les conversations s'approfondissent. Sans effort, votre monde s'ouvre. Voilà la promesse de ces 8 vices, pas de recette, pas de masque, mais un retour à l'évidence, un retour à vous. Et ce chemin ne se termine pas ici.
En réalité, il ne fait que commencer, car chaque jour vous offre une occasion de choisir. Choisir de cacher ou choisir de révéler. Choisir de plaire ou choisir d'exister. Choisir la sécurité du connu ou l'audace de l'authenticité. Chaque petit choix façonne votre champ magnétique. Alors, osez, osez un premier geste. Même minuscule, une parole plus vraie, une respiration plus profonde, un sourire offert sans peur. Ces gestes sont les graines de votre souveraineté. Et un jour, vous découvrirez que votre simple présence est devenue votre pouvoir d'attraction le plus irrésistible. C'est cela. Le grand secret, l'érotisme véritable ne se trouve pas dans la jeunesse ni dans la conformité, mais dans la totalité d'une femme qui s'assume, une totalité qui transperce le regard, qui bouleverse les certitudes, qui inspire le respect autant que le désir. Et vous, qui écoutez ces mots, rappelez-vous, vous n'avez rien à ajouter, rien à inventer, tout est déjà en vous. Il ne reste qu'à retirer les couches de conditionnement pour laisser revenir ce qui était là depuis toujours. Vous êtes déjà cette femme, vous êtes déjà ce feu, il ne demande qu'à brûler librement.